Quand vous allez voir un banquier pour lui emprunter de l'argent, il ne l'a pas. La banque vous dit, vous voulez 100 000 euros? Il n'y a pas de problème, je vous les dois. Elle écrit 100 000 euros à droite de son bilan, elle dit, je dois 100 000 euros à monsieur machin, et en même temps, monsieur machin me doit 100 000 euros. C'est équilibré ce truc-là. Or, ce qu'il y a à droite du bilan d'une banque, c'est la monnaie. Les citoyens devraient savoir ça. La monnaie d'aujourd'hui, 90% de la monnaie, c'est ce chiffre que les banques écrivent au moment où vous leur empruntez. Le reste, les 10% qui restent, c'est-à-dire rien, c'est les billets et les pièces. Pratiquement toute la monnaie du monde, c'est du crédit. C'est le moment où vous venez emprunter de l'argent, la banque dit « Ok, je vous les dois, et vous me les devez ». Et ensuite, quand vous remboursez, vous remboursez, vous remboursez, vous remboursez, vous remboursez. Quand vous avez fini de rembourser, la monnaie est détruite. La monnaie apparaît quand vous empruntez, la monnaie disparaît quand vous remboursez. Avant 1973, l'État pouvait emprunter auprès de sa banque centrale, disant j'ai besoin de 100 milliards, la banque lui crée 100 milliards, les 100 milliards viennent sur les caisses, je dépense mes 100 milliards, je construis mon hôpital, et je le rembourse sur 20 ans, je rembourse 100 milliards. Pompidou, Giscard, ont dit en 1973, à partir de maintenant, quand l'État a besoin d'argent, il ne peut plus emprunter auprès de sa banque centrale, il emprunte auprès des marchés financiers. Les marchés financiers, c'est ceux qui ont de l'argent, hein. Mais souvent des banques. Beaucoup. Et l'intérêt sur 20 ans, c'est pratiquement la même somme. À partir de 1973, quand vous empruntez 100 milliards pour construire un hôpital, ça ne va plus vous coûter 100, ça va vous coûter 200. Alors que ça ne demande pas un travail qui justifie tant d'argent. Ça ne demande pas tant de travail de surveiller que je rembourse comme il faut pendant 20 ans. Et cet intérêt, alors il a grandi depuis 1973. Et si vous regardez les déficits, alors, les déficits de chaque année, ils sont égaux au service de la dette. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas la dette, on serait resté à peu près, grosso modo, on serait resté à peu près à l'équilibre. Et aujourd'hui, avec ce monstre de dette qu'on a, mais qui ne tombe pas du ciel, qui est le résultat de décisions par nos parlementaires, chaque année, de voter des budgets en déséquilibre. Depuis 80, donc depuis les socialos, la dette augmente, mais pas les dépenses publiques. Mais alors comment ça se fait qu'on fasse des budgets en déséquilibre si les dépenses n'augmentent pas? Ben, c'est les recettes qui baissent. Ah ouais, les recettes qui baissent. Les recettes, c'est les impôts. Ah, tous les impôts ont baissé? Ah non, pas tous. Non, pas tous les impôts. Les impôts des riches, des très riches. Eux, ils baissent. On appelle ça d'un mot gentil qui est niche fiscale. Leur règle d'or, là, ça va servir de prétexte pour diminuer les dépenses des pauvres. Après avoir baissé les impôts des riches, on va diminuer les dépenses des pauvres. Là, on est vraiment à la merci des élus des riches. Mais tous, hein, le PS comme l'UMP. Et je parle de fait, là. Hein, qui nous a endettés au dernier degré? C'est les socialistes, hein, autant que l'UMP. C'est pareil. Hein, ils sont ni socialistes, ni populaires. L'UMP, c'est populaire, soi-disant. Tout ce que vous payez en impôt sur le revenu, 100% de ce que vous payez, ne sert pas à faire marcher les hôpitaux, les écoles, les services publics. Pas du tout. Ça part tout dans le service de la dette, c'est-à-dire ça part dans les poches des riches qui ont prêté à l'État parce que l'État a renoncé à créer lui-même la monnaie dont il a besoin. Donc, la loi 73, devenue article 104 du traité de Maastricht, devenue article 123 du traité de Lisbonne, c'est une saloperie qui nous met dans les griffes des marchés financiers. Ils ont retiré cette création d'État en disant « Ouais, l'État n'est pas capable, il est impécunieux, il va trop dépenser, il va en créer trop, il va y avoir de l'inflation. » Et quand vous voyez ce que font les acteurs privés, c'est-à-dire que vous avez la Réserve fédérale américaine, par exemple, qui en ce moment crée $1,5 milliard de dollars par jour. Les institutions européennes nous mettent sous la dictature des marchés financiers en renonçant à la création monétaire et en nous imposant de payer un intérêt non nécessaire et ruineux sur toutes les dépenses publiques qui nécessitent un crédit. Ces affreux ont fixé la barre à 9 pour la France, 9-10% de chômage pour qu'on ne réclame pas des hauts salaires. Au Japon, ils sont plus dociles, il n'y a pas besoin de leur mettre le NERU, ça s'appelle NAIRU. C'est un taux de chômage minimum pour que les gens ne nous embêtent pas à demander des trop gros salaires. Au Japon, ils sont tellement disciplinés que 1% suffit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du niveau de cynisme de ceux qui nous gouvernent et de nos économistes, entre guillemets. Le NERU,
C'est officiel, je ne vous parle pas, ce n'est pas des théories complotistes, c'est une doctrine. Il y a un niveau de chômage qui est calculé pour qu'il n'y ait pas d'inflation. Ces gens-là ne cherchent pas à réduire le chômage, ils cherchent à réduire l'inflation. Ah ouais. D'ailleurs, ils l'institutionnalisent. Ils l'écrivent dans la Constitution. Ils écrivent la Banque centrale sera indépendante, donc vous pouvez voter ce que vous voulez. Ça ne changera plus rien à cette politique. Et sa mission, c'est uniquement de lutter contre l'inflation, ce qui va se payer en chômage. On sait que, empiriquement, quand vous luttez contre l'inflation, vous le payez en chômage. Quand vous luttez contre le chômage, vous le payez en inflation. Les institutions européennes nous condamnent durablement, sciemment, volontairement, à un chômage de masse. Mais rien que ce point-là, ça suffit à dire, mais on se barre, on s'en va. Je suis allé voir Henri Guénaud, qui est le conseiller spécial de l'Élysée. Donc je lui ai montré la courbe du chômage, la gravité de la crise, voilà ce qui se prépare aux États-Unis, voilà ce qui se prépare en Chine. Bon. Et donc Guénaud me dit, je partage votre inquiétude, je partage votre inquiétude. Je lui dis, mais alors pourquoi vous faites rien quand même? On est au premier étage, le bureau d'à côté c'est le président, on est au premier étage de l'Élysée, on est au cœur du pouvoir. Mais qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi vous faites rien dans les domaines où les leviers sont encore au niveau national? Et là, il m'a lâché le morceau en disant qu'en fait, le vrai conseiller du président, celui que Sarkozy écoute vraiment, c'est Michel Pabro, le patron de BNP Paribas. Il y a une certaine consanguinité entre la Goldman Sachs et le gouvernement d'Obama, puisque c'est eux qui financent, qui ont financé sa campagne. Le gouvernement représentatif permet aux riches d'acheter le pouvoir, en achetant la campagne électorale et en faisant des élus leurs débiteurs. Et puis en France, je vous fais pas un dessin. La façon dont s'est passé le plan de sauvetage des banques a été fait en très étroite connivence avec la direction notamment de la BNP et de la Société Générale. Quand vous légiférez, vous êtes approché par des groupes de pression qui vont vous dire non, on aimerait qu'il y ait l'article temps, etc. Et il y a des cas où des députés se font payer pour lancer un amendement. Moi j'ai vu ça au Parlement européen. Toutes les semaines, vous avez les lobbies bancaires qui viennent voir les politiques, et moi j'en suis témoin au Parlement parce qu'ils viennent harceler toutes les semaines. Et donc vous avez un système, je dirais, un peu opaque, oligarchique, qui prend des décisions, qui propose des décisions au gouvernement. Le gouvernement collectivement dit oui ou non, et après on donne l'ordre aux députés de voter le texte. Alors ça, c'est là la grande surprise quand quelqu'un est élu député d'une majorité, c'est qu'il reçoit des ordres du gouvernement et il n'est pas question de changer une virgule au texte que le gouvernement veut faire passer. Donc évidemment, avec un système pareil, il y a beaucoup de contrôle de personnes, mais c'est réellement comme ça que ça fonctionne. Donc dans cette situation-là, on voit bien que c'est pas le peuple en tout cas qui légifère, ça c'est certain, c'est une oligarchie en réalité, des groupes organisés qui se mettent d'accord entre eux, qui discutent entre eux, et tout cela sous les ordres de l'exécutif. Donc il n'y a plus de séparation des pouvoirs non plus, par rapport à la théorie. En théorie, un pouvoir législatif, un pouvoir exécutif, en fait le pouvoir exécutif commande totalement le pouvoir législatif. C'est exactement ce que Montesquieu redoutait quand il disait, Montesquieu disait, toi tu fais les lois, tu es le Parlement, tu es le législatif, tu fais les lois, tu les appliques pas. Donc tout seul, tu peux pas nous faire de mal, parce que à toi tout seul, tu peux pas devenir un tyran. Tu ne peux qu'écrire les lois. Toi, tu exécutes les lois. Tu es l'exécutif. Mais tu peux pas écrire les lois. Sinon, tu deviendrais un tyran. Non. Tu es exécutif. Et toi, tu es juge. Tu interprètes et tu appliques les lois. Mais tu peux pas les écrire. Sinon, tu deviendrais dangereux, tyrannique. C'est ça la séparation des pouvoirs. Le régime dans lequel nous élisons des représentants qui décident tout à notre place pendant 5 ans, sans que nous puissions ni les révoquer, ni dire que la loi qui vient de passer est une épouvantable saloperie, ni dire que la loi qu'ils sont en train dont ils sont en train de nous priver, c'est une loi que nous voudrions, qui n'ont aucun compte à nous rendre, Ce régime-là, qui n'est absolument pas une démocratie, qui est notre régime actuel, il n'était pas voulu comme une démocratie, même pas en faisant semblant. C'est un discours de Sieyès qui explique à la Constituante 189, qui explique ce qu'on va faire. Les citoyens qui se nomment à eux-mêmes des représentants, renoncent. Et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi. Ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. S'ils dictaient des volontés, la France ne serait plus cet État représentatif, ce serait un État démocratique. Le peuple, je le répète, dans un pays qui n'est pas une démocratie,
démocratie, et la France ne saurait l'être. Le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. Il n'y a pas la moindre ambiguïté. On ne peut pas dire « ouais, il voulait faire un truc qui ressemblait à une démocratie représentative ». Pas du tout. Il ne voulait pas de démocratie. Il voulait un gouvernement représentatif, c'est-à-dire un gouvernement dans lequel les peuples ne sont bons qu'à désigner leur maître. On pouvait croire à ce mythe en 1789 en disant « on sort de l'ancien régime, on va en désignant nos maîtres, ça va être mieux ». Je peux comprendre qu'on l'ait cru à l'époque, on n'avait pas testé. Mais après 200 ans d'expérience... Nous désignons nos maîtres parmi ceux qui nous sont imposés par les plus riches, et donc c'est ça qui, pas au début, pas il y a 200 ans, mais après 200 ans d'évolution progressive, ben c'est Goldman Sachs qui va gouverner toute la planète. Ça ne sert à rien de dire ah, « Sarkozy ne fait pas ceci », Sarkozy il fait ce pourquoi ceux qui ont payé sa campagne électorale l'ont élu, l'ont fait élire. C'est client, exactement. Tant qu'on ne fait que l'analyse des conséquences, c'est très important de faire l'analyse des conséquences, mais ça ne suffit pas. Si on se base sur les conséquences, il y en a un qui se base sur les malversations financières, il y en a un autre qui se base sur les désastres écologiques, il y en a un autre qui se bat contre la corruption des élus, il y en a un autre qui se bat contre l'injustice dans l'entreprise et le droit féodal qui règne dans l'entreprise. Chacun se base sur des conséquences. Nous sommes tous là des militants à nous bagarrer sur des choses très importantes mais qui ne sont que des conséquences et nous sommes incapables de nous réunir sur la racine commune de notre impuissance qui tombe pas du tout du ciel, qui n'est pas une fatalité. Notre impuissance politique, elle est programmée dans un texte dont tout le monde se fout. C'est incroyable. Nous nous foutons de la Constitution alors que c'est là qu'est écrit le fait que nous ne pouvons rien contre nos élus. Il existe un outil génial pour se protéger contre les abus de pouvoir. Tous les abus de pouvoir. Cet outil s'appelle la Constitution. Pour ne pas s'entretuer, on a besoin de pouvoirs qui écrivent des règles et qui vont être au-dessus de nous, qui vont nous dominer, auxquels nous consentons à obéir. Mais ces pouvoirs sont à la fois utiles, potentiellement précieux même, et en même temps potentiellement hyper dangereux. Alors, comment on sait ça ? On met en place, au-dessus des pouvoirs qui vont écrire le droit, on met au-dessus ce qui s'appelle un texte, et un texte supérieur, qui est le droit du droit, qui s'appelle la Constitution. Mais ce texte-là, il doit surplomber, il doit dominer, il doit contraindre les acteurs, il doit leur être absolument inaccessible. Il ne faut évidemment pas, sottise dans laquelle nous sommes, il ne faut pas que ce soit les élus qui écrivent la Constitution. Pour l'instant, partout dans le monde, ceux qui écrivent la Constitution sont les professionnels de la politique. Ce sont des gens au pouvoir qui écrivent les règles du pouvoir. Ce sont les gens qui devraient craindre la Constitution qui l'écrivent. Un homme de parti qui se projette dans l'avenir, qui sait qu'il va être élu et qui se met à écrire une Constitution, évidemment qu'il ne va pas instituer le référendum initiative populaire qui va lui mettre des bâtons dans les roues sans arrêt. Évidemment qu'il ne va pas prévoir le respect du vote blanc qui va permettre de le jeter, qui va permettre de le foutre dehors en disant « mais moi je ne veux ni Ali Bédissé, je le trouve tous nuls ». Le vote blanc sert à dire ça, il sert à dire « vous êtes tous mauvais, rentrez chez vous, j'en veux d'autres ». Mais l'élu, il veut... Évidemment, l'élu ou le candidat ne veut pas que ce soit institué. En fait, il y a une situation de conflit d'intérêts. Ce qu'il faut qu'on change, c'est qui écrit la Constitution. Il faut faire attention à la qualité du processus constituant, c'est-à-dire qui écrit les règles. Si tu arrives à avoir une assemblée constituante tirée au sort, tout le reste va suivre. Tant que nous laisserons écrire la Constitution par des parlementaires, des ministres, des juges ou des hommes de parti qui sont financés par les plus riches, qui doivent tout leur pouvoir aux plus riches, qui doivent leur élection et leur réélection aux plus riches, qui sont donc complètement débiteurs des plus riches, qui sont asservis eux-mêmes aux plus riches. Même s'ils sont gentils, ils ne peuvent pas faire autrement. Obama, ça doit être un chic type, il ne peut pas faire autrement. La première chose qu'il a faite quand il est arrivé au pouvoir, Obama, c'est formidable, élire Obama, génial, tout le monde y a cru. Et la première chose le premier bonhomme qui désigne, c'est Geithner, c'est-à-dire le responsable de la catastrophe. Enfin, la catastrophe entre guillemets, c'est pas une catastrophe, tout se passe comme prévu. Pour Geithner, c'est pas une catastrophe. La crise, entre guillemets crise, c'est la source d'un enrichissement phénoménal, inédit dans l'histoire des hommes. Il faut prendre le temps d'expliquer ce qu'est une vraie démocratie, et à Athènes, on a vécu ça. On a vécu une vraie démocratie. Les humains ont inventé un truc génial qui a existé pendant 200 ans, donc c'est pas un truc qui a marché pendant 1 an ou 2, ou même pas pendant 20 ans. Au lieu de dire on vous fait confiance et pendant 5 ans vous allez tout faire à notre place, au lieu de faire ça, la démocratie dit toi,
que je tire au sort, je vais te donner peu de pouvoir, pour pas longtemps, et jamais 2 fois de suite. Parce que j'ai peur de toi. Quand vous décidez de tirer au sort, vous décidez de garder le pouvoir pour vous. Vous, peuple, vous décidez que c'est vous qui allez exercer le pouvoir. Et que le tirage au sort, il sert à vous protéger des voleurs de pouvoir. Il ne s'agit pas de transposer le système actuel en remplaçant l'élection par tirage au sort. La démocratie, c'est pas ça. La démocratie, c'est un régime dans lequel vous et moi, nous voterions nous-mêmes nos lois. Pour que ce soit possible, il faut que nous ayons des représentants qui restent nos serviteurs, qui ne deviennent pas nos maîtres. Pour obtenir ce résultat, on les tire au sort au lieu de les élire et on fait tourner les charges rapidement. Et comme les charges tournent, on a affaire à des amateurs politiques qui peuvent ne pas devenir nos maîtres et rester nos serviteurs. C'est ça la bonne idée. On utiliserait le tirage au sort pour désigner ce dont on a besoin pour exercer le pouvoir, pour vivre dans un état de droit. Donc il faut préparer le droit, préparer les règles, ensuite il faut exécuter les règles, il faut interpréter les règles, il faut une police pour faire régner la discipline. Mais pour ce qui est du vote des lois, c'est nous, c'est les gens, c'est tout le monde, tous ceux qui veulent. Et est-ce que ce système va marcher avec des médias qui appartiennent aux oligarques? Vous savez que les 3/4 de la presse appartiennent à 2 marchands de canons et un marchand de béton. Pourquoi Rothschild achète Libération? C'est pas pour gagner de l'argent, il en perd. Pourquoi une autre banque achète Le Monde? Pourquoi une autre banque encore achète le Nouvel Obs et les Inrecuptibles? Pourquoi les banques achètent les journaux? Pourquoi les marchands de canons achètent les magazines et les télés? Pourquoi les industriels achètent des télés? C'est pas pour gagner de l'argent, c'est pas vrai. Ne croyez pas ça, c'est pas vrai. C'est pour manipuler. On sait bien, nous, que les médias sont un pouvoir plus important encore que le Parlement, et donc on va mettre les médias sous contrôle, et sous contrôle démocratique, avec des jurés citoyens tirés au sort qui vérifient que tout se passe bien. Et on va vérifier, et on va évidemment interdire à toute entreprise d'être en même temps entreprise et propriétaire d'un média, évidemment. Si l'idée est simple et qu'elle est forte, elle va se répandre. Hein, et une fois qu'on sera des millions, il suffirait que chacun d'entre nous arrive à convaincre une ou deux personnes, une personne par semaine. Si vous faites c'est une progression géométrique, hein, parce que si chacun d'entre nous arrive à pas seulement avoir compris que la cause des causes, c'est la qualité du processus constituant, mais que en plus d'avoir compris, il se met en tête de convaincre une ou deux personnes. Si chacun fait ça, il ne faut pas 1 an pour qu'on soit des millions. Et je pense que si on est des millions, ça adviendra pacifiquement. C'est-à-dire que nous serons capables d'imposer démocratie semi-directe ou démocratie directe ou gouvernement représentatif amendé, mais nous serons capables d'imposer le contrôle de nos représentants qui nous manquent tant. Si on est des millions à vouloir une chose simple, sans nous diviser, sans nous traiter mutuellement les uns les autres de fascistes, en nous concentrant sur l'essentiel, en oubliant les querelles sur les détails. On verra après, quand on aura mis en place une vraie démocratie, on verra les détails. Qu'est-ce qu'on fait sur l'avortement, qu'est-ce qu'on fait sur le nucléaire, qu'est-ce qu'on fait sur les OGM, qu'est-ce qu'on fait. On verra point par point dans nos assemblées populaires, avec un vrai suffrage universel, avec des référendums si on veut. Mais le temps de rétablir la démocratie, il faut qu'on se concentre sur l'essentiel. Processus constituant, honnête, désintéressé. Si on arrive à faire ça, si on est des millions à le vouloir, ça arrivera. Il suffira qu'on sorte dans la rue, des millions, ça arrivera.